Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, votre rendez-vous hebdomadaire sur Médien TV, Médien TV Afrique, mais également sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, Médien Afrique, tous les mardis soirs. Un invité spécial ce soir, il n'est pas avec nous en studio, mais une belle rencontre avec le sélectionneur de l'équipe du Maroc, Hervé Renard. Et cela, on va commencer à le dire maintenant, à quelques petites semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde et du premier match de la sélection marocaine face à l'Iran le 15 juin prochain à Saint-Pétersbourg. Avec moi, bien sûr, pour commenter cet entretien, mes acolytes, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir Jalal, bonsoir les amis. Reda Alali, bonsoir. Bonsoir. Ils ne sont pas en grande forme parce qu'ils ont faim, les amis. Ils veulent aller dîner. Tu peux pas raconter comme ça le dessous de l'émission. Non, Parce j'ai que pas si le tu droit. ouvres cette porte, tu serais pas le plus grand vainqueur. Amine, J'ai faim. tu as faim aussi. Donc, les amis, je disais que dans cette édition de Club, nous avons un invité de marque, bien sûr, notre ami Hervé Renard, qui fait le point dans cet entretien sur cette dernière ligne droite qui attend la sélection marocaine avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Comment il va vivre, lui, sa première Coupe du Monde, comment il a réussi à remettre, bien sûr, le train des Lions de l'Atlas sur les rails, toute l'actualité de l'équipe nationale, son avenir aussi à la tête de cette sélection, tout ça dans l'entretien que nous a accordé Hervé Renard. On regarde. Bonsoir et bienvenue notre invité ce soir, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Bonsoir Hervé. Bonsoir Jalal. Alors, pour vous, ça sera une première Coupe du Monde. Vous avez tout fait en Afrique, il vous manquait ce petit quelque chose. Comment vous y préparez personnellement? De façon tranquille. Comme d'habitude, j'essaye de rester, de me préserver en quelque sorte. De ne pas être trop sous les feux de l'actualité, de tout ce qui peut se dire, de l'excitation qu'il peut y avoir à l'approche de la liste notamment, puisque vous savez que le sujet qui va enflammer ces prochaines semaines, c'est qui sera dans cette liste déjà de la présélection et puis des 23. Donc voilà, il faut faire ses choix en son âme et conscience, en connaissant bien mieux que tout le monde les tenants et les aboutissants et les qualités et les défauts de chaque joueur, tout en rappelant une chose essentielle lorsqu'on fait une liste, et ça c'est à bon entendeur salut, qu'on ne sélectionne pas toujours les 23 meilleurs, on sélectionne un groupe de 16, 17 joueurs et ensuite des gens qui sont capables de ne pas nous ennuyer pendant un mois et demi. C'est-à-dire que les états d'âme ne sont pas de rigueur et que l'intérêt collectif est primordial. C'est-à-dire la vie de groupe qui est essentielle pour une compétition aussi longue qu'une Coupe du Monde, c'est-à-dire avec un stage qui peut atteindre les 3 à 4 semaines avant. C'est même pas essentiel, c'est primordial. Mais c'est pour toutes les compétitions pareil. Et la Coupe du Monde, comme c'est un cran au-dessus, il faut encore être plus rigoureux et en espérant que, bien sûr, l'aventure dure le plus longtemps possible. Mais d'un point de vue personnel, Hervé, est-ce que vous pensez à ces moments d'être sur le banc de touche de la section marocaine pour une Coupe du Monde? On sait qu'il y a énormément d'entraîneurs et des plus prestigieux qui n'ont pas eu cette chance. Vous avez tout gagné en Afrique. Est-ce que vous sentez que là, vous allez vivre, je ne sais pas, l'étage au-dessus, mais en tout cas, c'est une nouvelle expérience pour vous? Je sens que je vais vivre quelque chose dont je rêvais depuis tout petit. Ouais. Je pense que je me suis déjà exprimé sur le sujet. La Coupe du Monde 78, ça a été le début de ma passion pour le football. Ouais. Elle n'a fait que grandir, que s'accentuer. Donc, y participer, c'est quelque part une fierté. Ouais. Mais quand on est compétiteur, la fierté, elle dure quelques secondes et après, de suite, revient en nous cette âme de compétiteur qui fait qu'on veut aller à la Coupe du Monde pour ne pas
décevoir les gens, pour ne pas rendre triste tout un pays comme le Maroc qui attend certainement de grandes choses de son équipe nationale, tout du moins une image très très bonne de son équipe nationale. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, c'est un étage supérieur. Donc à nous d'être prêts, mais j'ai confiance en ce groupe de joueurs. Je leur ai dit, même après le match de la Serbie, je leur ai dit j'ai une grande fierté d'être votre entraîneur. Et c'est vraiment sincère, parce que j'ai des garçons qui sont bien et qui nous rendent toute l'énergie, toute la passion qu'on essaye de mettre pour faire que cette aventure soit la plus belle possible. Et comment vous gérez cette période pré-mondiale? Parce que effectivement, c'est vraiment ultra frustrant. C'est le propre d'un travail d'un sélectionneur, c'est de préparer un rendez-vous aussi capital sans disposer du temps nécessaire pour avoir ces joueurs, ces outils à portée de main. Je sais que même si les joueurs ne sont pas là avec vous physiquement, vous êtes en contact permanent, vous suivez leurs performances. Comment vous arrivez à gérer ça? Assez facilement. C'est une habitude après. Ouais. Quelque part, c'est une Coupe d'Afrique multipliée par 10, mais c'est au niveau de l'enjeu, au niveau de la médiatisation, au niveau de l'exposition. Mais quelque part, ça reste une compétition. Donc, comme j'ai participé à 6 Coupes d'Afrique, j'ai un petit peu d'expérience. Maintenant, il y a des paramètres qu'il va falloir maîtriser un peu plus pour cette Coupe du Monde. Je vais rencontrer des personnes pour prendre des conseils, pour gagner et faire en sorte qu'on s'améliore sur des petits détails qui feront certainement la différence. Donc voilà, c'est une expérience nouvelle, mais c'est une expérience qui, j'en suis sûr, sera enrichissante. Je vous avais rencontré juste après le tirage au sort à Moscou. Vous paraissiez très serein, mais ce n'est pas une sérénité de façade, même si effectivement, quand on voit le tirage, c'est très très compliqué, mais vous sembliez même limite un peu rassuré, donc très vite dans le vif du sujet face à des ténors comme l'Espagne et le Portugal. J'ai toujours pour habitude de dire, quand on recherche un objectif, qu'on l'atteint, après il faut assumer. Il ne faut pas faire machine arrière. Ouais. Ça arrive parfois dans une vie, dans une carrière, quelle que soit la profession dans laquelle on est, ou parce que ça m'est déjà arrivé, il y a beaucoup de temps en arrière, mais où on veut une chose, et puis quand on l'obtient, finalement on panique un petit peu, on stresse un petit peu. Je pense que non, au contraire, il faut assumer les choses, et quand on est sur la ligne de départ d'une Coupe du Monde, on sait de toute façon qu'on va être confronté à des équipes qui sont des équipes de top niveau mondial. Ouais. Voilà. Donc je pense que c'est fantastique dans une carrière, déjà pour un joueur, pour un staff, pour un entraîneur, pour tout un pays, de jouer des équipes comme on a affronté. L'Iran, Carlos Queiroz, une équipe qui, je pense, à mon avis, tout le monde méprise un petit peu, alors qu'il ne faut pas. Ben non. Parce que j'ai vu les images de leur match de préparation contre la Tunisie. Ils ont perdu 1-0, mais on s'aperçoit d'un pressing constant. Il y a une cohérence tactique, il y a des choses qui sont respectées à la lettre. Donc voilà, c'est le haut niveau. Ensuite, le Portugal, bon, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du football pour connaître, on va dire, leur grande star, voilà, et le champion d'Europe en titre, et puis l'Espagne. Alors là, pour moi, ça fait partie du gratin mondial. C'est, au niveau de l'identité de jeu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand je regarde le Barça contre Chelsea en Champions League la semaine dernière, je me mets devant ma télé, déjà je regarde le match pratiquement seul, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, et je me mets dans la peau de Chelsea, comment contrer le Barça.
qui a des similitudes avec l'équipe d'Espagne, c'est-à-dire une équipe qui va tout le temps repartir avec le ballon au sol, qui va tout le temps jouer, qui va créer des décalages. Donc vous connaissez les données tactiques d'un match contre l'Espagne. Hein, toutes les équipes s'évertuent à bien fermer l'axe, à pas trop se faire emporter sur les côtés parce qu'on sait qu'ils nous amènent. Voilà, donc on le sait. Maintenant encore faut-il être capable de contrer tout ça. Comment vous arrivez, vous avez ce recul nécessaire justement pour gérer cette pression / aussi excitation peut-être un peu excessive par rapport à un événement comme la Coupe du Monde, par rapport à des adversaires comme ça, au niveau de votre groupe et des joueurs? Déjà, on a des joueurs d'expérience. Il y en a qui ont goûté à la Champions League, à l'Europa League. Voilà, c'est quand même des compétitions de haut niveau. Quand on a un capitaine comme Mehdi Benatia, je pense que ce genre de confrontation, il y est habitué. Quand ça ne sera pas la première fois qu'il va jouer contre des joueurs de ce calibre, et puis ce n'est pas le seul. Et puis, il faut aussi toujours, je pense, insister sur ses points forts. Ouais. Parce qu'on est capable de faire mal à certaines équipes, je pense. Parce qu'on a des qualités. On a bien sûr aussi des choses où il va falloir qu'on s'améliore pour être performant contre ces équipes-là. Mais on a des qualités à faire valoir et je suis sûr qu'on sera à la hauteur. Parmi ces qualités, Hervé, et franchement, moi, pour avoir suivi cette équipe du Maroc depuis des décennies, ce n'est pas pour me vieillir, on sent un état d'esprit exceptionnel au sein de ce groupe. Et ça, je pense pour vous, c'est une bonne base pour travailler. C'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer autre chose que le travail, que le volet aussi technique, le niveau mental surtout des joueurs. Je vais vous faire des petites confidences. Merci beaucoup. Vous aimez ça comme dans une famille, comme dans tout collectif, il y a des petits soucis. Bien sûr. Par moment. L'important, c'est que le cadre mis en place fasse que ça n'empiète pas sur ce qu'on a mis en place, sur le collectif, sur la rigueur. C'est-à-dire que personne n'a le droit de passer outre ça. Bien sûr. Et à un moment donné, c'est même les joueurs qui tirent la sonnette d'alarme à un joueur qui peut dériver un petit peu. Et je sais que certains cadres le font, et le font très bien, en allant voir des plus jeunes parfois qui s'impatientent un petit peu, qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de temps de jeu alors que ce sont des bons joueurs. Les qualités ne sont pas remises en cause. C'est qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui s'est construit, mais qui ne s'est pas construit en un mois, qui s'est construit depuis 2 ans. Je me rappelle lorsqu'on a débuté nos stages à Marrakech en 2016, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Non. Voilà. On sait qu'en football, il ne suffit pas de claquer des doigts pour qu'on puisse réussir à obtenir cette cohésion, cet esprit collectif. C'est un travail, et même en faisant tout ce qu'il faut, des fois, on n'arrive pas à l'obtenir. Ouais. Parce que bien malin, celui qui peut se vanter de penser que c'est possible dans tous les cas de figure. Voilà. Et quand on connaît un peu l'historique de cette équipe marocaine, c'était peut-être même pas gagné d'avance. Ouais. Hein? Ouais. Donc voilà, maintenant je vais insister là-dessus, je vais le répéter, je le dis souvent et c'est pas par démagogie. J'ai des gens qui m'entourent, on me donne les moyens de travailler d'une façon hyper professionnelle. La fédération, j'ai un staff de très haut niveau, on essaye de ne laisser aucun détail au hasard. J'ai un groupe de joueurs aujourd'hui qui a compris que l'intérêt collectif, la rigueur, et je pense même qu'ils étaient en demande de ça, qui ont compris qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en suivant ce chemin-là qu'on pouvait réussir de belles choses. Hervé, je reviens au volet personnel aussi de cette relation que vous avez avec l'équipe du Maroc. Vous êtes là depuis 2016.
vous en êtes où par rapport, parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour en avoir parlé avec d'autres présidents de fédérations, vous en êtes où dans votre rapport avec la fédération? Est-ce que vous vous inscrivez dans la durée avec cette équipe du Maroc? Il y a cette Coupe du Monde qui arrive, mais on pense même à l'après. Vous en êtes où dans votre réflexion, ou c'est trop tôt pour en parler? 99% des gens vont se mettre face à vous et vont vous dire, vous savez, moi j'ai un contrat. Mon aventure avec le Maroc, elle va continuer. Maintenant, comme on ne fait pas tous le même métier, moi je suis entraîneur d'une équipe nationale de football, avec tous les paramètres que cela implique. Ouais. J'ai un contrat, donc je suis au Maroc. Ouais. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. Vous savez très bien, sûr. Comment ça fonctionne dans le football. Vous faites une Coupe du Monde très très réussie, la continuité s'installera. Vous faites une Coupe du Monde où les gens sont un peu déçus, qu'est-ce qui va se passer? Qui sera remis en cause le premier? Ça sera moi. Bien sûr. Donc c'est Ça, c'est pas moi qui décide. C'est le propre du métier. C'est pas moi qui décide et... Oui, mais à un moment ou à un autre du J'espère. processus, vous décidez aussi. Non, je décide pas. Je décide pas puisque j'ai signé une prolongation de contrat. Donc la prolongation de contrat, elle est faite pour qu'on continue notre route. Bien sûr. Maintenant, dans le football, il y a parfois des gens qui changent d'avis assez rapidement. Voilà. Et puis, il y a plein de choses qui vont se passer d'ici là. Donc, se projeter dans l'avenir, répondre des phrases bateau, d'une diplomatie, comme tout le monde l'emploie, moi je veux bien. Je vous l'ai fait en première partie maintenant. Je creuse un petit peu parce que j'ai envie d'être honnête avec vous. Bien sûr. Parce que vous êtes un journaliste qui connaît bien le football, en qui j'ai confiance. Et puis au moins ça sera un message pour tout le monde. C'est que ceux qui pensent qu'en changeant les choses tous les 6 mois ou tous les 2 ans, ça peut améliorer quelque chose, moi je ne suis pas de ceux-là. Moi je suis de ceux qui pensent que quand on fait un choix, il faut faire le bon choix. Ouais. Et il faut se poser la question plutôt 10 fois qu'une. En allant demander, se renseigner, voyant le travail qui est fait. Et puis si ça ne vient pas de suite, il faut persévérer un petit peu et puis continuer. Aujourd'hui, je pense qu'on donne une bonne image du football marocain, que ce soit en dehors du football ou sur le terrain propre en lui-même. Donc est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il ne faut pas changer? C'est pas moi. Mais moi, quand je vous dis ça, limite, ma question, elle s'adresse plutôt à vous. Non, mais c'est pas. Est-ce que pas à moi aujourd'hui, après ce que vous avez fait, et sur cette chose que vous êtes en train de bâtir, moi, je suis est-ce que vous estimez que vous avez encore beaucoup de choses à faire avec cette sélection, avec ce travail que vous avez entamé? Et qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas la finalité suprême. Peut-être que vous avez d'autres projets pour d'un point de vue de gestion de carrière, c'est-à-dire par rapport à ce que vous voulez. Mais moi, si j'ai signé une prolongation de contrat, c'est parce que j'ai voulu m'inscrire dans le temps. Ouais. Maintenant, je regarde ça de très loin, de très haut. J'écoute, je vois les gens dans leurs réactions. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un président qui me fait confiance, en qui j'ai confiance, qui me donne tous les moyens de travailler correctement. Je voudrais aussi revenir, avant de terminer, avec vous sur votre statut aussi en France, parce que tout le monde est d'accord un petit peu partout. J'en ai parlé aussi avec certains de vos joueurs, de vos collègues aussi en France et dans des championnats européens. Est-ce que cette étiquette d'entraîneur et qui ne peut réussir qu'avec des sélections qui vous collent, est-ce que c'est quelque chose d'abord qui vous dérange personnellement? Vous avez eu des expériences qui forcément n'étaient pas, franchement, on va dire malheureuses dans le championnat de France. Qu'est-ce qui bloque, vous par exemple, alors que vous êtes l'un des meilleurs techniciens en Afrique, et d'autres techniciens qui vous ont précédé, à réussir dans des championnats européens, alors que vous gérez exactement les mêmes joueurs ou la crème de ces joueurs qui évoluent en Europe? Comment vous l'expliquez?
Je pense qu'eux, ils ont la réponse. Ils savent comment je travaille, ils savent comment je réagis. Je sais pas, il faut demander à des joueurs qui ont fait des carrières assez importantes. Yaya Touré, Mehdi Benatia, Gervinho. Voilà, ils vous répondront. Après, ils vous répondront. Je ne vais pas les appeler pour leur dire ce qu'il faut qu'ils vous répondent. Mais moi, Mais comment vous l'expliquez qu'il y ait ce blocage? Non, mais au-delà de votre cas particulier. Au-delà de votre cas particulier. Ouais. Parce que plein d'autres techniciens qui ont tout réussi en Afrique et qui n'ont pas réussi à percer. Je vais vous expliquer très simplement. Ça va prendre quelques minutes, mais au moins je pense que tout le monde va bien comprendre exactement le fil de ma carrière. J'ai démarré en CFA2, qui s'appelle aujourd'hui National 3 en France. J'avais une trentaine d'années, c'est-à-dire il y a 20 ans. Je n'ai pas fait une grande carrière professionnelle puisque j'ai fait un match de Ligue 1 avec l'AS Cannes. Et toute ma fin de carrière de joueur, je me suis dit, je veux réussir ce que je n'ai pas réussi en tant que joueur, je veux le réussir comme entraîneur. Et j'ai travaillé, et ensuite j'ai été entraîneur en National 2, en National 1. Et un jour est venue l'opportunité, après une aventure zambienne magnifique, de pouvoir partir en France. À ce moment-là, à Sochaux. C'est pas les meilleures équipes qui vont m'appeler. Ouais. Donc vous prenez en fait ce qui vient. Et le risque avec. Et le timing, c'est une chose importante dans le football. Ouais. Mais ça comporte des risques. C'est comme je le dis quand Frédéric Hans prend le FC Metz cette année. Ouais. C'est pas gagné d'avance. Hein. Moi, j'étais un peu dans la même situation à Sochaux. J'arrive. Eric Elie avait fait du bon travail, mais le club veut changer. Je prends le relais. Et on a la chance de pouvoir recruter au mercato de janvier 5 joueurs. Ce qui change pas mal de choses. Ouais. Un peu comme Saint-Étienne cette année, vous Ouais. voyez. Ouais. Est-ce que vous pouvez... J'ai beaucoup de respect pour Jean-Louis Gasset, Ouais. qui est un grand technicien, mais il a quand même 5 joueurs différents de son entraîneur précédent. Ouais. Voilà. Ça change Donc un peu si la vous voulez faire des comparatifs, pour moi, ils sont impossibles, les comparatifs. Voilà. Maintenant, il a su imposer ça à sa direction. Il a su mettre en place un travail qui fait qu'aujourd'hui, les résultats sont bien meilleurs et pourquoi pas aller décrocher l'Europe. Hein. Donc moi, j'arrive, on recrute et on finit 5e dans la phase retour. Simplement, on avait trop de retard. On avait 9 points de retard sur Evian, Thonon-Gaillard à la trêve. Donc malheureusement, on négocie mal ce dernier match, qui est certainement de ma faute, certainement par un excès de confiance. Et cette aventure se termine un peu en queue de poisson alors qu'elle a été exceptionnelle. Je peux vous dire que si vous allez dans le Doubs, à Sochaux, je pense que j'ai laissé une bonne image et moi j'ai gardé une image exceptionnelle de ce club avec des gens qui m'ont vraiment aidé. Voilà, donc ça c'est le petit entraîneur africain qui est arrivé en Ligue 1 et qui malheureusement pour 90 minutes n'a pas réussi ça. Ensuite je repars en Afrique, je vais en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça se passe, on ne va pas refaire l'histoire. Un titre de champion d'Afrique. Et Lille m'appelle. Lille, c'est... Et là, c'est dans des conditions différentes, parce que là, vous entamez la saison. Voilà, mais par contre, on me dit, le club a 50 millions de déficit. Ouais. À cette période, ils vendent pour 35 millions de déficit. C'est-à-dire qu'il y a... Et là, j'ai un président qui me dit, on ne peut pas recruter tant que les joueurs ne partent pas. Voilà. Je fais 13 matchs. Sur les 13 matchs, je fais 7 matchs nuls. Ouais. 2 victoires, 4 défaites. 4 défaites contre le Paris Saint-Germain à domicile 1-0, voilà, peu importe. C'est les statistiques. Le football, ça fait de statistiques aussi. 2e meilleure défense de Ligue 1, 19e attaque de Ligue 1. Voilà, je pars parce qu'on pense que je ne peux pas continuer l'aventure. 2 mois après, il y a 3 joueurs qui arrivent à Lille, c'est-à-dire Ronny Lopez, Morgan Amalfitano et Eder, le joueur qui a marqué contre la France en finale de l'Euro avec le Portugal. Voilà, ça se passe comme ça se passe, ils finissent européens. Il y a 3 joueurs offensifs qui arrivent. Ouais. Voilà. Donc chacun fera une analyse. Je vais vous prendre un exemple qui va... Voilà, quand on prend Marcelo Bielsa à Lille, ça ne me regarde pas le sujet, mais je vais vous donner mon point de vue. Ouais.
Pourquoi vous êtes surpris après 13 matchs de ce que fait Marcelo Bielsa? Vous savez ce qu'il va faire. Ouais, Vous savez, vous avez décidé de le prendre. c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour faire ça. Non, Ouais, vous c'est n'allez ça. pas penser que Marcelo Bielsa il va changer ses convictions Ouais. parce qu'il va arriver à Lille. Donc il a fait 13 matchs comme moi. Ouais. Voilà. Par contre, Marcelo Bielsa, on ne va pas lui répéter toute sa carrière qu'il n'a pas réussi à Lille. Ouais. Mais moi, on va dire, ah ouais, mais à Lille, j'ai pas réussi. Non, j'ai pas réussi parce qu'un président a pensé que je ne pouvais pas continuer l'aventure. Il a pris sa décision en tant que président de club parce qu'il a des responsabilités. Voilà, il faut respecter sa décision, mais pour moi, on ne m'a pas laissé assez de temps. Et je suis capable de diriger des équipes de Ligue 1. J'ai quand même dirigé des équipes avec des joueurs qui sont de grands joueurs et qui jouent la Champions League. Donc, il faut rester à un moment donné. Donc dans tous les commentaires qu'on peut faire, dans toutes les appréciations, il faut quand même essayer de regarder la situation avec objectivité. Voilà. Maintenant, le rôle de sélectionneur est différent du rôle d'entraîneur au quotidien. Ouais. Voilà. Ça, c'est- Si vous me demandez ce que je préfère Oui. aujourd'hui, je préfère les équipes nationales. Mais mon défi, mais peut-être que j'y arriverai jamais. Déjà en France, je peux vous dire une chose, j'y arriverai jamais. Parce que normalement, le prochain sélectionneur de l'équipe de France, ça sera Zinedine Zidane. Et moi, j'arriverai en 25e position peut-être. Ouais. Donc, c'est comme ça. Ouais. Mais pourquoi pas un jour diriger une sélection européenne ou une sélection ailleurs dans le monde, mais une sélection qui a de l'envergure au niveau mondial. Voilà, moi, c'est mon rêve, bien sûr. Et puis, si je peux aussi aller dans un très grand club, un grand club, pas un très grand club, eh ben je ne vais pas reculer parce que je sais que j'en ai les capacités. Maintenant, le dire, c'est facile. Hein. Je peux faire un plaidoyer pour moi, ma petite personne, pendant 25 minutes, si vous voulez, mais ce n'est pas la question. Je vous ai juste expliqué. Ouais. Ce qui est important dans une carrière, c'est le timing et de bien analyser la situation. C'est-à-dire que si je veux résumer, Ouais. ben, je ne devais pas aller à Lille. Ouais. J'ai fait une erreur. Ce n'était pas le bon timing. Voilà, c'est très simple. Par rapport à tout ça et cette nouvelle exposition mondiale, universelle dans toute la planète, ça sera lors de la Coupe du Monde pour vous, certainement aussi une petite revanche. Parce que au niveau de votre parcours, en tout cas pas en Afrique, mais chez vous, parce qu'on a aussi une des prophètes chez lui, mais on a aussi besoin d'un peu de reconnaissance. C'est une revanche pour vous, vous la vivez comme une revanche, comme quelque chose, voilà, moi vous n'avez pas cru en moi, je suis en train de réussir et de réussir au plus haut niveau. Non, parce que je ne peux pas me battre contre... Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la reconnaissance? C'est les médias. Je vais être un peu sévère, mais quand je regarde les résultats vendredi soir des matchs internationaux dans l'équipe, il n'y a pas le résultat du Maroc contre la Serbie au niveau des matchs internationaux. Je ne veux pas faire une déclaration en disant que c'est un scandale, tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. J'ai vu des résultats, Russie-Brésil, 0-3. Voilà, pourquoi il n'y aurait pas Serbie-Maroc? Ce n'est pas à moi de répondre. Je ne peux pas répondre. Pourtant, il y a beaucoup de Marocains en France. Pour moi, si j'étais rédacteur en chef de ce journal ou quelque chose, c'est une erreur. Bien sûr. Parce que les Marocains, ils vont voir le résultat ailleurs, donc ils ne vont pas sur ce grand média. Ben, c'est comme ça, je ne peux rien changer. Mais pour vous, Mais je le constate. C'est navrant. Maintenant, quand on sera sur la ligne de départ à la Coupe du Monde, il y aura 2 entraîneurs français. On va dire de nationalité française, voilà. Ça sera Didier Deschamps et moi. Après, il y a Vahid Halilovic, mais qui n'est pas français d'origine. Aliou Cissé qui a joué en France. Et puis Gernot Rohr qui a joué longtemps en France, mais qui est allemand quand même. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est à moi de taper à la porte et tout? Non, c'est pas grave. Ça. Un jour, je pense que c'est le temps qui ramène toutes les vérités. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bah, c'est parfait. Voilà donc Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du club et justement pour débattre et revenir sur ce qu'a dit Hervé Renard dans cet entretien. À tout de suite. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live, sur la page Facebook de Medi 1 TV, sur le hashtag club sur
tous les réseaux sociaux. On a vu dans la première partie cet entretien que nous a accordé Hervé Renard. Alors, mes amis, vous en pensez quoi d'abord, Reda? J'en pense qu'il y a des réalités et des vérités qu'il fait bien de rappeler, en particulier en ce qui concerne la liste, quand il nous explique que les 23 Marocains qui iront, je parle des joueurs, qui iront en Russie, ne sont pas forcément les 23 meilleurs joueurs, mais les meilleurs 23 joueurs, c'est-à-dire le meilleur groupe possible de 23 joueurs. Ça confirme un peu ce qu'on savait, ce qu'on avait pressenti, et ce qui est logique finalement, c'est qu'il va toujours privilégier le groupe qui a vécu l'aventure des éliminatoires, qui a un vécu et qui lui a donné des garanties sur sa capacité à vivre ensemble. Donc voilà, il faut s'attendre à peu de surprises dans la liste finale par rapport aux joueurs qui ont conquis, disons, ce fameux groupe dans lequel on était mal embarqué. Voilà la première chose que je retiens. La deuxième, c'est que c'est assez intéressant de voir un entraîneur avoir l'humilité, parce qu'il a beaucoup de certitude, beaucoup de confiance en soi, et en même temps, il a l'humilité de dire qu'il va aller prendre conseil vis-à-vis d'autres entraîneurs, enfin, je ne sais pas cet entraîneur d'ailleurs, mais des gens qui ont vécu cette grande compétition. Je trouvais que c'était un passage intéressant. J'ai jamais entendu ce genre de démarche, en tout cas posée comme ça devant la presse, et je trouve ça sincère, c'est pas mal. Justement, Hervé Renard, qui a absolument tout gagné en Afrique, justement, il en parle dans cet entretien. Lui-même, c'est un néophyte au niveau mondial. Là, il va s'exposer, bien sûr, d'une manière assez encore plus grande, parce que gagner la Coupe d'Afrique avec la Zambie, gagner la Coupe d'Afrique c'est très très bien avec la Côte d'Ivoire. Là, c'est une Coupe du Monde, c'est sa première Coupe du Monde. Et il est en train de se préparer, de se ménager pour la vivre de la meilleure manière possible pour lui. Oui, et d'ailleurs, je lui reconnais une qualité qui est quand même incroyable pour un monsieur qui a quand même beaucoup gagné, c'est la lucidité, à tous les niveaux. Par rapport à ce qu'on a vu dans l'interview, il est assez lucide sur sa condition d'entraîneur. Il sait très bien qu'aujourd'hui, il a une certaine aura et un crédit accordé parce qu'il a réussi des belles choses avec cette équipe marocaine, comme dirait Reda, à la remettre sur les rails, à aller faire un bon parcours en CAN, à nous qualifier près de 20 ans après en Coupe du Monde, mais il a aussi la lucidité de savoir qu'il est venu dans un environnement qui est très instable, qui n'est pas de court, rien n'est garanti. Il dit très bien, si je fais un bon parcours, on voudra toujours de moi, je serai toujours le bienvenu. Si le parcours est moins bon, peut-être qu'on voudra un peu moins de moi. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il a reconduit son contrat, donc il a la lucidité de savoir qu'il évolue dans un environnement instable, je le répète, mais aussi dans un métier qui veut ça. Et le métier veut aussi que tu dois avoir une certaine expérience pour pouvoir avancer. Et il insiste beaucoup sur ça. Prendre des décisions et les assumer par la suite. Il sait qu'il n'a jamais été en Coupe du Monde. Il n'a pas l'aura, il n'a pas le savoir-faire, il n'a pas l'expérience, tout simplement, d'illustre entraîneur. Il le répète, ils ne sont que 2 entraîneurs français à aller en Coupe du Monde parce que Vaïd a été limogé de son poste au Japon. Donc lui et Didier Deschamps avec l'équipe française. Donc il sera forcément très attendu, très scruté. Dans l'optique, effectivement, qu'un jour, il revienne en Ligue 1, parce que même s'il le dit, après, voilà, dans l'interview, même s'il le dit en filigrane, on en a assez parlé avec lui dans ta première interview et dans vos rencontres pour savoir que c'est un objectif ultime, on va dire, pour lui, de s'adapter et de prouver qu'il peut être prophète en son pays, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, moi je pense que c'est un monsieur aujourd'hui qui est assez lucide pour savoir où c'est qu'il évolue et que si il veut réussir et que son parcours avec nous ou ailleurs dépendra beaucoup de son parcours en Coupe du Monde. Justement, le parcours en Coupe du Monde et l'avenir, c'est l'un des points les plus intéressants aussi que j'ai noté dans cet entretien, c'est son avenir à la tête de cette sélection marocaine. Effectivement, lui, il dit que, oui, si jamais ça se passe mal, je pourrais comprendre. Mais aujourd'hui, si on retourne la question à l'envers, est-ce que c'est dans l'intérêt, quand bien même ça se passe mal, pour cette équipe du Maroc, maintenant qu'on a trouvé un groupe solide, qu'on a travaillé avec un entraîneur depuis 2 ans, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps, est-ce que ça serait une bonne idée de changer par exemple d'entraîneur, Reda? Ah non, ce ne serait pas une bonne idée. Mais même si on n'avait pas été qualifié à la Coupe du Monde, de toute façon, c'était déjà positionné là-dessus avant même ce match décisif. Non, il faut être un petit peu sérieux. On n'a même plus une idée de quel type d'entraîneur on va ramener, vu qu'on a tout essayé, le local, le duo, le quatuor, l'entraîneur unique, l'étranger spécialiste de l'Afrique, le spécialiste d'Europe. Non, il faut être un petit peu sérieux. Et je pense que le bonhomme, il est là pour durer. En tout cas, il se voit dans cette logique-là. Maintenant, comme on va l'entendre, il faudrait qu'également, de l'autre côté, il y ait ce répondant. Est-ce que vous attendez, de l'autre côté, on se manifeste rapidement? On ne sait pas, on n'est pas avec eux. Maintenant, on a eu un débat avec Reda dans la voiture en venant. Il ne faudrait juste pas que nos vieux démons ressurgissent.
C'est-à-dire que pendant 20-30 ans, Reda parlait d'ADN, mais en fait, on a des choses en nous qui font qu'on a toujours eu après être bien parti sur tout ce qui touchait autour de l'équipe nationale, on a toujours eu le chic de tout gâcher par ego. Les germes de l'échec? Non, c'est pas les germes de l'échec, c'est ce qu'on porte en nous, dans nos façons de faire, notamment au niveau footballistique. Hein, parce qu'on va mais pas c'est non ça, plus, non, c'est le manque de professionnalisme. Aussi. C'est juste Mais que. pas seulement, c'est pas seulement. C'est difficile de mobiliser beaucoup de monde sur le même objectif longtemps. Voilà ce que je constate Non, mais au-delà de ça, mon expérience. Non, moi je pense qu'on peut mobiliser beaucoup de monde sur le même objectif longtemps. Après, tu as des intérêts personnels et des autres qui vont venir se greffer sur ce. Non, mais tu peux te dire qu'aujourd'hui, sur 10 ans, on veut gagner ça. Après, entre-temps, ben voilà, tu as des choses qui vont venir se greffer et qui vont venir enrayer la machine. C'est exactement ce que je dis. On dit la même chose, c'est-à-dire que c'est difficile de maintenir des gens en ligne sur les objectifs communs. Il y a quand même, voilà, on sent que met un petit peu en danger. Il sent qu'il y a des influences, voilà, qui tournent autour de l'équipe. Il le dit même clairement. Il le dit clairement. D'ailleurs, il revient beaucoup un peu. Il te dit, je vais faire preuve de sincérité, et ne pas dire des choses communes ou ramasser de l'eau commun. Voilà, pas de langue de bois. Aujourd'hui, j'ai signé, j'ai prolongé mon contrat. Donc, limite, il a envie de te dire, moi, de mon côté, j'ai émis le vœu de poursuivre l'aventure. Maintenant, la balle n'est pas de mon côté. Il le dit, c'est même pas une il le dit très clairement. Après, voilà, comme tu posais la question, est-ce qu'on s'est manifesté de l'autre côté pour lui faire savoir qu'on a aussi envie? Parce que Reda a raison. Aujourd'hui, la chose la plus facile serait de se séparer de Renard sur un coup de tête ou sur un exercice. Pourquoi? Non, mais par la suite. Ouais. Par la suite, aujourd'hui, encore une fois, c'est ce que les intérêts vont diverger, les égos. Mais déjà là, on est en train de faire un débat sur si Renard loupe sa Coupe du Monde, est-ce qu'il faut se séparer? Parce que la question s'est posée, et dans l'interview, et qu'il est resté longtemps dessus. Je crois que même lui s'excuse un petit peu de rester longtemps dessus. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il est assez professionnel pour préparer l'après. Lui, il te dit, moi, limite, moi, je veux rester, mais ça ne dépend pas de moi. Quels que soient, bien sûr, les résultats de l'équipe du Maroc lors de cette Coupe du Monde, les amis, quels que soient ces résultats, il y a un chantier dans cette équipe du Maroc, parce que quand on atteigne les quarts de finale, il faudra changer l'ossature un petit peu de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir à la retraite. Voilà, exactement. Moi, ce qui me dérange dans ce terme de chantier, déjà, je l'entends depuis trop longtemps, c'est parce qu'un chantier, c'est quelque chose qui se construit quand tu travailles. Nous, on n'avait pas un chantier, on avait un désordre, pour être poli. Voilà. Et c'est pas parce que les choses sont désordonnées que tu es en train de les ordonner. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un chantier, on avait. Voilà, non, tu peux essayer de les ordonner en pédalant dans la boule, en ayant la sensation que tu les ordonnes, mais en fait, tu les désordonnes davantage. Moi, il y a un thème qui est un peu derrière tout le propos de cette interview, qui est la différence entre un sélectionneur et un entraîneur de club. Voilà. Je pense que Hervé Renard, aujourd'hui, il a ses expériences. Bon, il va l'évoquer en club français. Mais il y a quelque chose qui est qu'on le sent quand même beaucoup plus à l'aise dans un format de sélection. Voilà, dans un format de sélection qui n'a pas... Donc c'est très différent. Il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... C'est très très différent et je pense qu'on n'a pas assez... Oui, mais Reda, avec cette envie quand même d'aller prouver qu'il peut réussir, notamment en France, dans un club. C'est ce que je dis, c'est que peut-être... D'ailleurs, c'est marrant, à un moment il te parle de... Parce que je crois que tu le chambres un petit peu sur éventuellement un poste de sélectionneur. L'équipe de France te dit le prochain c'est Zidane. En gros, je ne me vois pas, si je quitte aujourd'hui le poste de sélectionneur de l'équipe marocaine de football, c'est pour retrouver un poste en club en France. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai pu comprendre en filigrane dans son interview. Moi, ce que donc aujourd'hui, il a dans la ligne de mire le fait de revenir, contrairement à ce que pourrait dire Reda, il a dans sa ligne de mire le fait de revenir et de prouver qu'il peut réussir en club après avoir tout prouvé en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait gagner de plus en Afrique? Moi, je suis un peu. On a quand même une ressource de haut niveau là, avec Hervé Renard. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, les résultats qu'il a eus. Parce que là, on est en train d'ergoter sur un échec en Coupe du Monde. Alors, on est en Coupe du Monde. Pas forcément. Non, c'est ça qui est important. Voilà. Pas forcément un échec en Coupe du Monde. Il peut très bien moyennement réussir en Coupe du Monde. Et c'est pas seulement l'échec. Moi, je vais même plus loin que toi. Moi, je dis que c'est déjà un succès. Voilà, de parler de Coupe du Monde, c'est déjà un succès. Je dis ça. Au bout de tellement un succès que ça fait 20 ans qu'on l'a pas fait. La seule chose que je regrette, mais vraiment à titre personnel, on est à la limite du sujet, mais je vais quand même le dire, c'est qu'on a une ressource comme ça de haut niveau, on a une équipe nationale qui est sur les rails,
Et malheureusement, on n'a pas l'impression que c'est entouré de la même attention vis-à-vis du football marocain. C'est-à-dire le football marocain étant principalement le championnat du Maroc. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que notre championnat est un petit peu, ça se joue un petit peu dans l'indifférence. Et cette absence de passerelle, je ne suis pas en train de dire il faut que les mêmes joueurs. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire il y a une locomotive qui s'appelle l'équipe nationale, qui est gérée par Hervé Renard, qui est en train de s'imposer au niveau mondial, voilà, même qui est en train de s'imposer Niveau dans les 32. continental déjà. Oui, niveau. Mais on a aussi Non, un mais- club, Reda, on a eu un club Oui, qui s'est mais imposé au je niveau finis, continental, justement. c'est le Wydad de Casablanca. Je finis donc, justement. Et on a ce club-là qui est également une locomotive qui a gagné. Mais derrière, on a l'impression que de samedi en dimanche, de dimanche en lundi, on est quand même en train de faire tourner une machine qu'on n'optimise pas en termes d'intérêt ni sportif Moi, ni je suis financier. moyennement Il est pas d'accord Pourquoi avec moi. Moi, je suis pas d'accord. Oui, non, bien sûr, mais après, tu as raison quand on voit aujourd'hui comment ça se déroule la Botola. Mais je trouve quand même que cette équipe nationale, ce qu'on en a fait aujourd'hui, ok, globalement, la continuité qui est le Chan, pour moi, le Chan est une continuité de l'équipe nationale, qu'on le veuille ou pas. ok. Et par la suite, les clubs et leur comportement dans les compétitions africaines, je pense que tout ça mis bout à bout, si on arrive à trouver le bon lien, tu peux avoir justement un lien entre tout ça. Et là, quand on parle de capitaliser et de chantier, je pense que ça peut être un chantier qui peut être tiré par Renard. Parce que Renard, c'est l'équipe nationale. Si, un petit peu, parce que tout est lié. Il s'est beaucoup impliqué sur le Chan. Il s'est beaucoup impliqué sur le Chan. Et de fait. Non, mais le Chan, parce que l'équipe impliqué locale sur le dépendait de lui. Et parce qu'on le joue à Casa. C'est son job aussi. Parce qu'on joue à Non, parce que le Chan, il serait joué à Jida ou là. Structurellement. Au Maroc. C'est très bien. Reda, pour qu'on corrige quelque chose, Rwanda. l'équipe du Chan dépendait structurellement de lui. Hein. C'est très bien. Structurellement. C'est très bien. Donc, c'est-à-dire, La Botola ne dépend pas structurellement. Très bon exemple. Donc, si tu peux trouver. Que devient Slamy? Voilà une question. Que devient Slamy? ouais. Puisqu'on parle du Chan dans un grand. Que devient Slamy? Il a certainement dû être redirigé vers d'autres. Non, il a été redirigé nulle part parce que peut-être il y a d'autres chantiers. Aujourd'hui, on ne sait pas quid de Jamel Slamy. Exemple, vraiment, vous êtes tombé sur l'exemple typique. Parce que mais tu ne veux pas aujourd'hui restreindre tout un programme global à une seule personne. Non, je parle pas de. Non, mais Slamy, par rapport à ce qu'il représente, Slamy, responsable d'une équipe locale. Parce que, souvenez-vous, je vais vous rappeler juste un truc. Il n'a pas de mission aujourd'hui. Mais il était là, Nasser Larguet, Amine. Souviens-toi, il a dit que l'équipe du Maroc va jouer son match amical contre la Serbie. Et pendant le même temps, pendant les dates FIFA, l'équipe du Maroc locale. Ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je préfère 1000 fois qu'un Slamy reste en stand-by au sein de la DTN en attendant d'être redirigé plutôt que d'être mis n'importe où juste pour être replacé. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme chantier par rapport à ça? Tu veux le mettre où, Slamy? On écarte la possibilité peut-être trop ambitieuse qu'il ait déjà une mission qui était réfléchie avant la finale du Chan et qu'il soit en train de travailler. Ça, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on est en train d'hésiter entre perdre 2-0 et perdre 4-0. C'est cette position. Là, tu es en train de parler d'une vision à 10 ans. Aujourd'hui, Slamy. Mais non, à 10 mois. Mais non, juste à 13 ans, c'est beaucoup. À 3 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire, ce que veut dire Reda, et je suis parfaitement d'accord, il fallait peut-être pas, et l'émission se termine parce que voilà, on est en train de déborder, il fallait pas couper l'élan de cette équipe locale. Mais cette équipe locale a fini sa mission. Mais non, elle n'a pas fini sa mission. Il y a une autre mission qui arrive. Mais il y a les Jeux Olympiques. C'est-à-dire changer le truc et permettre, ou alors pas d'équipe locale. Est-ce qu'il a dit, Nasser Larguet? Il a dit ce ne sera pas une équipe locale, ce sera une antichambre de l'équipe première. Aujourd'hui, l'antichambre n'est pas là. Après la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a fait juste avant de se quitter? Juste un truc. Qu'est-ce qu'il a fait après la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. Reda, qu'est-ce qu'il a fait? n'a pas de mission. Qu'est-ce qu'il a fait? Une question. Qu'est-ce qu'il a fait Hervé Renard juste avant le match contre l'Ouzbékistan? Il a fait appel à 2 joueurs qui n'étaient pas en stage. C'est-à-dire, comment il s'appelle, Saïdi et l'arrière latéral gauche, Naheri. Voilà. Et ces deux-là, normalement, comment il faisait auparavant? Il allait chercher ses joueurs dans ce vivier. Merci Amine. Merci à toi. Même si tu n'es pas d'accord avec nous comme ça. Mais j'ai toujours faim. C'est l'hypoglycémie. Merci. L'hypoglycémie. Merci beaucoup. Merci mes amis. Je tiens à remercier également tous les amis à la régie, aux réalisateurs du club, notre ami, bien sûr, Drist. On va se retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro du club.